Écoutez, bonjour à toutes et à tous pour ce premier Valorial Community. Donc j'ai le plaisir de vous le présenter. Je suis Christophe Jean, je suis responsable communication à Valorial. Je suis ravi de vous accueillir avec ma collègue Valérie Baudeux, qui est assistante relations adhérents et gestion. Et en fait, alors tout d'abord un petit mot sur le Valorial Community. Quesaco, c'est un nouveau format de webinaire qui est entièrement dédié à nos adhérents. Ça leur permet de présenter leurs solutions, leurs produits ou leurs projets d'innovation en lien avec des enjeux clés des filières alimentaires et donc de développer leur visibilité au sein du réseau Valorial. Et le sujet du jour, c'est comment booster l'efficacité de votre R&D grâce aux nouvelles plateformes digitales métiers. J'ai donc le plaisir d'accueillir ce matin Jean-Fabien Curie, qui est directeur et expert solutions PLM, RD et L, Research, Development et Laboratory de la société Sesamseed, et Ladi Goudjil, que vous voyez à l'écran, qui est son responsable commercial. Il faut savoir que depuis 2010, eh bien, en fait, Sesamseed est spécialisé dans l'intégration système PLM. Donc, c'est les Product Lifecycle Management ou gestion de cycle de vie d'un produit au sein de grandes industries. Elle se déploie aujourd'hui dans le secteur agroalimentaire. Écoutez, suite à cette présentation et à cette démo, on aura le temps ensuite évidemment d'un petit temps de questions-réponses. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet spécial qui est prévu à cet effet. Il y a un petit onglet questions. Et je vous retrouverai ensuite pour vous donner les prochains temps forts de Valorial à pas manquer. Ladi et Jean-Fabien, c'est à vous, je vous laisse la parole. OK. Donc, quand je partage mon écran, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, c'est parfait, Ladi. C'est bon, OK. Bienvenue. OK, merci Christophe et bonjour à tous. Nous allons effectivement tout de suite démarrer, ce webinaire, consacré, comme tu l'as dit, à la présentation de la plateforme digitale, App Center RDNL, qui est, destinée, comme tu l'as si bien dit, à améliorer l'efficacité de la R&D dans le monde des produits agroalimentaires. Pour cette présentation, en fait, nous tenions à être le plus concret possible et passer un maximum de temps sur la plateforme logicielle elle-même et vous proposer un scénario de démonstration qui sera, on espère, le plus proche possible du travail d'un ingénieur ou d'un technicien en R&D en situation dans son travail de tous les jours. Euh, Moi, je vais pour ma part planter le décor avec une brève présentation de la société, puis des enjeux et des défis de cette industrie que vous connaissez, mais c'est juste effectivement les rappeler. Ensuite, une présentation générale de la plateforme. On y insistera beaucoup plus dans le scénario de démo. On prendra quelques références clients et 3 retours d'expérience et en synthèse, les gains constatés par les clients qui ont déployé cette plateforme. Donc en bref, pardon, Sesamseed a été fondé effectivement en 2010 par un consultant PLM qui souhaitait apporter son expérience aux entreprises sur le domaine de l'optimisation du cycle de développement produit, qui sont les industries aéronautiques, automobiles et énergie. C'est l'activité, je dirais, historique, hein, c'est de faire du conseil de l'intégration sur les solutions technologiques du marché, avec une dominante sur les solutions de Siemens Digital Industry Software. En 2018, en fait, la société opère une diversification afin d'adresser l'industrie des produits formulés, et spécialement l'agroalimentaire. Et après une analyse du marché, le choix s'est porté sur les solutions métiers de Siemens, la plateforme donc s'appelle OpCenter RDNL, avec un accord de partenariat à la clé et le choix dans un premier temps effectivement de se focaliser sur cette industrie agroalimentaire afin de bien comprendre les enjeux. Et d'ailleurs, à propos d'enjeux, quels sont-ils? Les enjeux principaux. Ces enjeux, bien sûr, ont bien évolué depuis l'époque où la préoccupation principale était de nourrir la population. Aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent des produits de qualité, ils prennent soin de leur santé, ils veulent manger bio. Pour les milléniaux, les générations Y et Z, qui sont gros consommateurs de digital, ils ont à leur disposition évidemment des applications sur leur smartphone qui leur permet d'avoir instantanément les informations sur les ingrédients qui interviennent dans la composition des produits, mais aussi les études, les enquêtes de consommateurs.
Les consommateurs consultent de plus en plus, comme nous tous, les étiquetages avec les valeurs nutritionnelles. Donc plus de qualité, certes, mais d'un autre côté, ils ne veulent pas non plus payer plus cher les produits. Ils voudraient avoir évidemment les produits de qualité au prix des produits consommés en masse. Donc de ce côté-là, ça, avec des applications également de comparatifs de prix, tout ça pousse effectivement ça met une pression à la baisse sur les prix évidemment. Une autre aussi tendance qui est incontournable, hein, c'est le fait que les entreprises doivent donner des gages dans la fabrication ou le sourcing de leurs produits, de la partie, je dirais, durable, du respect de l'environnement et d'une certaine éthique. La pression donc de ces consommateurs pousse à plus de réglementation, que ce soit au niveau français, européen ou mondial, avec des changements de réglementation fréquentes. Et enfin, vient se rajouter à ça la partie évidemment compétition mondiale. Donc voilà un peu planté le tableau. Donc, si on y regarde de près, on observe le processus d'élaboration de fabrication d'un produit formulé, on s'aperçoit que celui-ci est extrêmement complexe, avec de nombreuses facettes très différentes, et chacune avec ses propres défis. Chaque composante, comme les formules, la réglementation, les recettes, les matières premières, les process, les réglementations, le packaging, le contrôle qualité, sont autant de rouages d'une machine. Et l'objectif pour l'entreprise est effectivement de faire marcher cette grosse machine de façon la plus efficiente possible. Changer un seul paramètre dans une formulation peut avoir un impact important sur d'autres facettes de la chaîne de production. La disponibilité des matières premières, les spécifications de qualité ou les ressources de la TI peuvent changer. La conformité réglementaire devra aussi être évaluée et la recette de fabrication adaptée. De plus, de nos jours, la plupart des biens et une part croissante des services sont fabriqués à travers le monde et pas seulement produits dans un seul pays. Ceci ajoute une complexité supplémentaire, et pour garder l'ensemble des informations alignées, il faut un système d'information robuste, et effectivement ce n'est pas toujours simple. Alors comment la plateforme Digital RDNL peut aider à relever une partie de ces défis? Eh bien, la plateforme collaborative UpCenter permet de capturer en fait l'ensemble du processus d'élaboration d'un produit formulé, du cahier des charges client jusqu'au pilote de pré-production. La plateforme se décompose globalement en 3 modules principaux. Un référentiel produit qui permet de mettre à disposition l'ensemble des informations à jour qui sont liées aux matières premières, aux ingrédients, aux mix, aux produits finis, semi-finis, aux informations sur les étiquetages, le packaging, la réglementation et les fournisseurs et les coûts. Et un espace collaboratif projet où l'on pourra créer et stocker l'ensemble des informations qui sont liées au projet, comme le descriptif du projet, les équipes, les responsabilités et les différents jalons. Deuxième grand module, c'est un outil de formulation puissant, ergonomique, efficace et qui permet aux ingénieurs et techniciens de R&D de formuler mieux et plus rapidement. Des outils de recherche puissants peuvent leur permettre de rechercher rapidement les informations sur les formules stockées. Ils peuvent comparer, vérifier en temps réel la conformité sur des formules, la conformité de la formule aux réglementations en vigueur, ainsi qu'au respect du cahier des charges. Ils peuvent également opérer ce qu'on appelle une étude d'impact. On peut facilement effectivement réaliser cette étude, c'est-à-dire rechercher dans l'ensemble des formules stockées les ingrédients qui seraient impactés par un changement de conformité réglementaire et modifier les formules très rapidement. Enfin, un module de gestion des informations du laboratoire pour créer les échantillons, planifier et opérer des campagnes de test, avec la possibilité effectivement de remonter directement les informations
des machines de test dans le système d'information afin d'éviter les ressaisies sources d'erreurs et sans valeur ajoutée. Donc, ce qui est intéressant en fait effectivement dans cette plateforme, verticalement, on trouve des solutions qui gèrent les données produits, on trouve des formulateurs sur le marché, on trouve également des systèmes d'information du laboratoire. Mais ce qui est assez unique dans cette plateforme, c'est le fait qu'elle soit intégrée. Donc, il y a une continuité numérique et une traçabilité totale de l'information. On sait à tout moment qui a fait quoi, quand et pourquoi. Autre point important aussi, c'est bien d'avoir effectivement une plateforme puissante, mais cette plateforme, elle est destinée à être utilisée par des gens de métier, des gens du R&D, par les acheteurs, etc. Donc, cette plateforme a été conçue avant tout pour les utilisateurs finaux. Donc, c'est une technologie puissante au service des utilisateurs. Donc, c'est une interface, on le verra tout à l'heure, utilisateur extrêmement conviviale, intuitive, qui sont destinés aux gens des métiers. C'est une application accessible de n'importe quel terminal, portable, tablette ou smartphone. Seule une formation très légère est utile pour la prise en main, pas besoin de plusieurs semaines de formation. Et enfin, un point important, c'est facile à gérer, à administrer et ne nécessite pas de ressources complémentaires pour cet aspect. Et c'est bien sûr accessible via un simple navigateur. Très bien, Lady, merci pour ces précisions, cette intro. Alors, en termes de référence client, c'est important de voir, que vous ayez une vision un peu de nos clients dans le domaine de l'agroalimentaire. Vous voyez ici qu'il y a effectivement de grandes entreprises, de grands groupes, mais aussi des ETI, hein, Milcobel dans le domaine du lait, ou même de très petites entreprises, hein, des PME comme Zoutman Industries, hein, qui travaillent dans la transformation et ils proposent en fait des sels marins un peu travaillés pour l'industrie agroalimentaire. Donc, je dirais, c'est pas destiné uniquement aux grandes entreprises. C'est la problématique qui compte et non pas, je dirais, la taille de l'entreprise. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, je vous propose juste trois retours d'expérience client. C'est toujours intéressant dans les trois domaines que j'ai cités au niveau donc le référentiel produit, l'élaboration des formules et la gestion des informations de laboratoire. Je vais démarrer par effectivement le groupe Campari, qui est un groupe de spiritueux italiens, chiffre d'affaires environ 1,7 milliard d'euros en 2020. Alors, quelle était la problématique et les enjeux chez eux? En fait, la plupart des informations qui étaient relatives aux produits finis étaient stockées dans des bases de données éparpillées et peu de gens arrivaient finalement à accéder à toutes ces informations. Donc, ils mettaient un temps très important à accéder à toutes ces informations. Donc, la solution implémentée, c'était un référentiel unique, en fait, une source de vérité pour les matières premières et les produits finis pour Campari. Et les gains qui ont été générés, c'est d'avoir effectivement sur plus de 30 000 données produits qui sont disponibles en temps réel pour n'importe quel département de l'entreprise. Et la collecte de toutes ces informations relatives aux produits est passée de 7 jours au quasi temps réel. Et on ne le sait jamais assez, mais le temps perdu à rechercher les informations dans un bureau d'études, dans un R&D est extrêmement long. On peut y passer des études qui ont été faites, on peut passer 30% du temps en fait, à rechercher l'information. Donc c'est voilà, les gains, il y a des gisements de gains à faire dans ce domaine. Second exemple, c'est Hero, hein, qui est un groupe suisse, un vieux groupe suisse fondé en 1886, qui est spécialisé en fait dans la nourriture pour bébés. C'est environ 4300 collaborateurs à travers le monde et un chiffre d'affaires d'1,2 milliard environ.
Et en fait, Hero a implémenté des modules de gestion des données des produits, projets, et la partie formulation aussi, ainsi que la collaboration avec les fournisseurs. Ils ont pu en fait ainsi générer donc dans le développement produit les données de spécification des matières premières qui sont réellement disponibles, les profils nutritionnels, tous les calculs et une connexion avec les fournisseurs externes, avec, on le voit, de gros gains, hein, entre autres en termes de temps de développement produit qui a été raccourci de plus de 20%. 20%. Mmh. Ouais. Troisième exemple, Dernière, Adi. oui, dernière référence, merci Christophe. C'est un groupe qui s'appelle Mengui Dairy Group. Donc, on parle beaucoup de qualité dans l'industrie agroalimentaire, et sans revenir évidemment sur les événements qui ont lieu en Chine à propos des laits infantiles frelatés, hein. Donc, la qualité est un point clé dans cette industrie. Une non-qualité peut avoir des conséquences dramatiques sur le plan sanitaire, bien sûr, mais aussi en termes d'impact sur l'image et les résultats commerciaux. Mais le coût de la qualité, en fait, est loin d'être négligeable, car il faut faire des tests, en fait, à toutes les étapes du cycle de développement du produit. Et c'est pour cette raison que certains de nos clients, en fait, ont cherché à mettre en place des outils qui leur permettent d'harmoniser la façon dont ils organisent leur campagne de test, d'automatiser, de standardiser leurs méthodes afin d'être le plus exhaustif possible et bien entendu d'aller le plus vite possible pour faire les tests. L'exemple cité ici est un client hongkongais, chiffre d'affaires 320 millions d'euros, qui fabrique des produits laitiers et des glaces, et qui a mis donc en place une plateforme pour harmoniser et standardiser ses campagnes et ses méthodes de test, qui lui ont permis, selon les services, de réduire de 15 à 25% le temps d'exécution des tests, ce qui est non négligeable, bien entendu. Mmh. Enfin, là, en synthèse de ma présentation, je vous indique que les gains globaux qui ont été constatés après l'implémentation des solutions. Sur la partie référentielle, évidemment, c'est d'avoir une seule source de vérité, donc de perdre son temps à aller chercher la bonne information, elle est standardisée, elle est à jour, on accède en temps réel. Pour la partie formulation, donc formuler plus rapidement, réutilisation des données disponibles, collaboration avec les fournisseurs, outils flexibles, fluides, et puis surtout effectivement la réduction des temps d'élaboration, le fameux time to market. Et enfin, je dirais une gestion plus efficiente du laboratoire afin de favoriser les processus de collaboration et la standardisation des tests. Voilà ce qui Très bien, termine Lali, la merci. présentation. Je vais passer la parole à La parole à Jean-Fabien, c'est ça, Jean-Fabien Jean-Fabien. Curie. Oui, voilà. Une petite transition, effectivement, pour garantir maximum de qualité de son, etc. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez Bonjour bien? Jean-Fabien, oui, Bonjour. on vous entend parfaitement. Bonjour Christophe. Bonjour, Alors, bon, bienvenue. merci. Je vous laisse la parole. Donc, on va essayer d'enchaîner, essayer d'être le plus concis possible. Il y a beaucoup de choses à vous présenter. Malheureusement, on est dans un exercice un peu, j'allais dire, de pitch, hein. Donc, on va essayer d'y aller, j'allais dire, à l'essentiel. Mais bien évidemment, si vous, après vous avez des questions, vous souhaitez approfondir certains sujets, Christophe sera ravi de pouvoir nous relayer vos demandes par la suite. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc Avec voilà. plaisir. Alors, on va commencer juste par une toute petite vidéo pour vous présenter l'ergonomie générale en fait de l'outil. Voilà, c'est ce que l'on appelle notre tableau de bord d'accueil, hein, que l'on appelle nous dans notre jargon le launchpad. Ce launchpad, il est en fait constitué de tuiles un peu à la mode Windows et sur lequel, vous voyez, là, il y a énormément j'allais dire, d'informations. N'ayez pas peur, hein, ce n'est pas pour tous les utilisateurs, c'est pour le profil administrateur. Mais ce profil-là,
Bon, on n'est dédié qu'à généralement très peu de personnes et il permet de pouvoir tout gérer. Ça, c'est un autre, j'allais dire, tableau d'accueil, écran d'accueil dans lequel voilà, on va focaliser plutôt la personne sur la gestion des données produits, hein, l'ensemble des informations que vous allez retrouver au niveau donc des matières premières, éventuellement des mix, etc., etc. Voilà. Un autre panneau d'un profil différent, User B, qui lui sera plutôt focalisé sur la partie formulation, avec le développement des produits au travers des projets clients qu'il aura reçus. Et un dernier écran, beaucoup plus simple, avec uniquement quelques boutons, qui peut être conçu pour l'accueil de vos fournisseurs. C'est-à-dire les échanges entre voilà un supplier A, supplier fournisseur qui lui n'aura que quelques actions de renseignement des matières premières qu'il vous fournit et des échanges que vous allez avoir avec lui, en particulier sur la validation des informations fournies. Voilà. D'accord. Ce que l'on peut vous montrer de manière très simple, c'est que cet écran d'accueil, il est, j'allais dire, modifiable à façon, puisque vous avez dans RDNL la possibilité de pouvoir créer vous-même les boutons, de les récupérer dans une bibliothèque de boutons qui vous donne ensuite accès à certaines fonctionnalités. Donc là, on vous montre juste un exemple pour vous montrer la facilité de pouvoir rajouter et de supprimer certains de ces boutons et de sauvegarder bien évidemment après cet environnement-là. Voilà, donc pas de technique, il n'y a pas d'informatique là derrière. Un utilisateur final peut prendre la main sur ce genre d'informations très rapidement et avec 2-3 astuces lui permettre de pouvoir accéder très rapidement à ces jeux de données dont il a besoin le plus souvent. Voilà. Ça, c'était juste présentation ergonomique. Voilà, très simple. Ensuite, je passe à la donnée suivante. Voilà, la gestion des données produits, que l'on appelle spec management. Dans ce chapitre-là, nous allons voir tout ce qui a trait à la gestion des données produits, et en particulier un point très important sur lequel RDNL met l'accent, c'est les capacités de recherche au sein de votre base. C'est bien d'avoir des bases, mais si on ne peut pas bien les interroger ou en tout cas bien rechercher l'information, ça ne sert à rien. Et dans RDNL, ce point-là a été mis très en avant, j'allais dire, avec des capacités de pouvoir créer en fait un nombre, j'allais dire, illimité de types de recherche, avec ce que l'on appelle des opérateurs booléens, par exemple, des groupés avec des notions de et de ou, voilà, si ça vous rappelle quelques cours d'informatique éventuellement, mais aussi la capacité d'aller rechercher de l'information, non pas sur, par exemple, une formule, mais sur les constituants de la formule. Un exemple, je recherche une formule dont les matières premières qui les contiennent, qui sont contenues à l'intérieur, détiennent par exemple plus de 20 grammes de sel ou 20 grammes de sucre ou 5 grammes de sel par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle les recherches indirectes que RDNL va vous permettre de faire et qui est très puissant, par exemple, pour ce que l'on appelle les cas d'emploi. Vous avez eu un exemple sur une matière première d'un fournisseur qui a été modifié, que le fournisseur donc, vous alerte là-dessus. Vous aurez la possibilité de retrouver toutes les formules qui contiennent cet ingrédient et la possibilité de pouvoir les modifier par la suite. Une autre partie, alors excusez-moi, j'ai zappé juste une petite partie, mais ce n'est pas grave. Concernant la recherche sur les matières premières, celle-ci, vous le voyez ici, elles ont une information de version. La version, c'est quoi? C'est l'évolution en fait d'une matière première dans la base de données. Pourquoi? Parce qu'on sait que les matières premières agroalimentaires évoluent, leurs caractéristiques évoluent dans le temps, et donc à mesure qu'elles sont utilisées dans les formules, nous sommes amenés à ce que l'on appelle les versionner, les faire évoluer. Mais les faire évoluer dans un certain cadre, de manière à ce que l'on puisse connaître l'information qui est contenue au niveau de ces matières premières avec un statut, vous le voyez, obsolète, historique, et au travers de ce que l'on appelle des workflows ou d'un cycle de vie. Ce cycle de vie, il est là pour quoi? Il est là pour
contrôler l'information que l'on va renseigner autour de ces matières premières, autour des informations de packaging par exemple, mais c'est essentiellement autour des informations, j'allais dire, classiques, que l'on va avoir l'utilité d'utiliser ça au travers de ce qu'on appelle de ces workflows. Alors vous voyez, hein, c'est un peu comme de la tuyauterie où on passe d'un statut à un autre. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir contrôler et valider l'information qui est contenue dans RDNL et surtout sa capacité à pouvoir ensuite être utilisée dans des formules de manière sécurisée. Voilà, on n'utilise pas par exemple une matière première qui ne serait pas approuvée, bien évidemment, avant de pouvoir être utilisée dans une formule. Et ça, on le fait au travers d'un workflow qui est bien évidemment configurable à façon en fonction de vos cas d'usage. Pour ce qui est en fait de ces matières premières, on a la possibilité, suite à l'utilisation de ces cycles de vie, de ces workflows, bien évidemment, d'avoir quelques informations liées à cette matière première, mais surtout la traçabilité de toute action qui aurait été menée sur cette matière première et ce qu'on appelle dans notre jargon l'audit trail. L'audit trail, c'est un petit peu toutes les actions que les différents utilisateurs ont faites sur une matière première. Là, quelques exemples. On sait que l'utilisateur A a fait une certaine action à une certaine heure. Et toutes ces actions-là sont tracées au fur et à mesure dans la vie de ces matières, des formules, ça peut être des mix, ça peut être des informations liées au packaging ou au produit fini. Voilà, je reprends une autre matière ici où l'on voit que celle-ci a été rejetée avec une raison, voilà, qui était peut-être une concentration trop importante au niveau du sulfate de manganèse et qui fait que toutes ces informations-là, vous saurez exactement à quel moment, dans quel état elles sont, si elles sont utilisables ou pas utilisables et si, le cas échéant, il faut les remplacer dans certaines de vos formules parce que voilà, elles ne sont plus bonnes à être utilisées. Dernière chose, la caractérisation et la catégorisation de ces informations. Sur la gestion des données produits, on a une approche de ce qu'on appelle de caractérisation par carte d'information. C'est ces petites cartes que vous voyez là sur le bas et qui vous permettent en fait de catégoriser et de caractériser autour d'une matière première des informations liées à son aspect nutritionnel, bien évidemment, à des aspects plutôt généraux, de son fournisseur ou ses fournisseurs, des informations liées à son packaging, hein, à des notions aussi de transport, des informations liées à ses propriétés physico-chimiques, etc., etc., etc. Là, je vous laisse juste dérouler la vidéo pour vous montrer ce que nous sommes capables de pouvoir gérer. Bien évidemment, toutes ces cartes d'information, elles sont faites à façon, en fonction des informations que vous souhaitez stocker. Hein. Tout ce modèle de données est configurable selon vos process métiers et les informations que vous souhaitez stocker. Je fais un petit stop là sur les valeurs nutritionnelles qui sont très importantes à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'elles seront utilisées a posteriori dans la partie formulation et que les informations de ciblage ou de min et de max seront utiles au moment de la formulation. Voilà. Avec un certain nombre d'informations contenues, pas forcément sur tous les nutriments que peut contenir une matière première. La liste effectivement de ces ingrédients, si c'est un mix par exemple, les potentiels allergènes que peut contenir une matière première, examens sensoriaux, éventuellement des notions sur les dimensions pour la partie, j'allais dire, packaging. Vous allez retrouver quoi d'autre, éventuellement quelques informations sur voilà, les analyses physico-chimiques qui auraient été faites, sur les teneurs en calcium, le pH, etc. etc. Dernier point, très important aussi, sur la contenance potentiellement d'intolérances, d'allergènes que peut contenir cette matière première, qui elle aussi sera utilisée au moment des allégations et au moment de la constitution aussi du labelling, tout ce qui concerne la partie étiquetage. Voilà, donc toutes ces informations-là sont déjà pré-câblées. On peut bien évidemment en rajouter. Voilà, dire si cette matière première peut rentrer dans le cadre d'un régime végétarien, vegan, halal, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est la partie donc gestion des données produits qui peut vous permettre au final donc de
catégoriser toutes ces informations et selon le type d'information, vous voyez là on passe sur un autre produit fini, hein, on n'est plus sur une matière première, mais plutôt sur des mix. On aura des caractéristiques liées en fait à des mix, puisque là typiquement on va retrouver ce que l'on appelle une bill of material, c'est-à-dire sa recette, chose que l'on n'a pas bien évidemment sur une matière première. Donc c'est contextualisé, ces cartes d'information sont contextualisées par rapport aux données que l'on souhaite stocker dessus. Voilà. Voilà pour la partie matière première, gestion des données produits. Alors, on attaque le cœur du réacteur, si je puis dire, avec la gestion des formulations, qui est, j'allais dire, la vidéo la plus longue de cette présentation. Alors, la formulation, avant de commencer à formuler, on va préparer déjà un ensemble d'informations dans le cadre des formules qui sont à réaliser. Le cadre, c'est quoi? C'est une demande, par exemple, d'un client, ou éventuellement une demande interne venant peut-être du marketing, un brief marketing, qui demande à ce qu'on fasse évoluer une formule. Ces deux cas peuvent être éventuellement considérés. Et donc ces informations-là, contextuelles à un projet, que ce soit pour un client ou que ce soit en interne, vont être structurées en amont de toute de la partie formulation. Donc là, les quelques manipulations que vous voyez à l'écran montrent en fait un premier niveau qui est le niveau client ou interne, ça pourrait être aussi un client interne, qui prépare en fait des informations d'ordre général autour donc du projet par exemple, d'une nouvelle recette pour une formule de poudre de lait pour bébé, puisque ça c'est le cas que nous allons vous présenter. Là, ce sont voilà, des informations d'ordre général dans lesquelles on va indiquer que l'on souhaite éventuellement faire une formule sans lactose, dédiée à certains marchés, avec une orientation plutôt sur j'allais dire, pardon, excusez-moi, tel marché cible comme l'Europe, la Chine, les États-Unis. Ça, on va le voir dans les manipulations suivantes. Voilà, sur le brief info, donc c'est les objectifs que l'on souhaite atteindre par rapport à cette formule-là ou des différentes formules de produits que l'on souhaite développer. Là, on arrive à un niveau important qui est ce que l'on appelle le scope statement. En français, c'est le cahier des charges, tout simplement. Ce cahier des charges va reprendre les informations que vous avez reçues de votre client et nous allons les stocker dans un tableau qui va nous servir par la suite pour développer la formule selon les objectifs de formulation du cahier des charges. On a aussi une partie qui concerne éventuellement toute la partie équipe avec les fonctions, les rôles et les dates et jalons de projet qui nous permettent d'avoir un suivi sur l'avancement. Une autre partie qui concerne ce que l'on appelle les cibles, les targets, qui vont, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, nous permettre de voir graphiquement si les objectifs en termes de teneur de protéines, d'acides de gras, de carbohydrates, de sel, etc. sont tenus dans la formule que nous sommes en train d'opérer. Vous allez voir que dans l'exemple, nous partons d'une formule qui est totalement, j'allais dire, hors jauge, hors valeur, et que l'on va ramener de manière à ce que les objectifs soient tenus par rapport au cahier des charges. Le target market, les cibles de marché, on indique en fait quels sont les marchés que l'on souhaite atteindre. Les marchés, ici que nous allons prendre en exemple, vont nous permettre ensuite de tester notre formule selon la réglementation. C'est-à-dire que là, pour une réglementation de poudre de lait pour bébé, nous allons prendre les paramètres de ces réglementations par pays, les intégrer dans RDNL et les tester ensuite en fonction des valeurs attendues pour qu'elles soient conformes aux réglementations. Là, vous voyez, on a déjà travaillé sur un certain nombre de formules. Il y a eu déjà pas mal d'essais. Il y a eu 5 essais déjà faits. Et ce que nous allons faire, c'est reprendre une de ces formules pour la retravailler à nouveau de manière à atteindre les objectifs, j'allais dire, des cahiers des charges des différents pays que l'on souhaite adresser. Alors, on prépare notre environnement pour notre nouvelle formule. Donc, je laisse dérouler la vidéo qui va créer une nouvelle formule.
Quelques informations que l'on pourrait indiquer éventuellement sur la partie process. Voilà, c'est les différentes cartes d'information que l'on va retrouver concernant la formulation. Et nous allons passer à l'écran de formulation. Nous préparons notre interface et je vais faire un stop là-dessus pour que vous ayez le visuel sur lequel les formulateurs vont travailler. Voilà, c'est celui-ci. Celui-ci représente, j'allais dire, l'outil au quotidien pour le formulateur. Il est constitué, j'allais dire, de 3 parties. La partie qui représente, j'allais dire, la liste des ingrédients contenus dans la formule. Alors, vous voyez que là, pour l'instant, on a une formule avec 2 niveaux de mix, un basic mix et puis un mix fait d'huile végétale. Des couleurs, en fait, qui représentent ce que l'on appelle les pavés nutritionnels. Les pavés nutritionnels, vous retrouvez le code couleur au-dessus, au travers, en fait, de boutons qui vont vous permettre, en fait, de faire un focus sur un pavé nutritionnel, lipidique, protéinique, sur les glucides, les minéraux, etc., etc., etc. Ce qui va vous permettre, pendant le temps de formulation, soit de vous focaliser sur une partie, vous pouvez bien évidemment tous les afficher, hein, vous avez un petit bouton All vous permettant d'afficher toutes les colonnes, mais on sait très bien que les formulateurs se retrouvent généralement avec des fichiers Excel à 80 colonnes, parce qu'ils ont plein de paramètres à suivre, et l'objectif, c'est essayer de les focaliser là-dessus. Et une autre partie qui est la partie basse de l'écran qui vous présente plusieurs lignes. Et ces lignes sont intéressantes, pourquoi? Parce qu'elles vont vous permettre de travailler en fait avec en visu l'objectif, j'allais dire, à atteindre par paramètre, par, j'allais dire, par paramètre nutritionnel. Vous allez le voir sur la ligne par exemple target dans le scope segment qui est en fait la cible à atteindre pour la partie protéines de votre cahier des charges, avec en dessous un min-max sur le scope statement, c'est-à-dire la limite basse et la limite haute à ne pas dépasser. Et également une autre ligne qui s'appelle min-max sum qui vous permet d'avoir aussi la somme en fait de tous les min et de tous les max, de toutes les matières premières contenant de la protéine ou par exemple un acide linoléique ici par exemple. Cette somme-là va vous permettre de connaître exactement tous les constituants de la formule qui entrent en compte dans cette formule-là avec la somme des min et la somme des max. Et en dessous, alors ne tenez pas compte de la couleur pour l'instant parce que ça c'était un cas pour un client en particulier qui nous demandait des codes couleurs en fonction des écarts, puisque la dernière ligne c'est la ligne d'écart en fonction de l'objectif à atteindre. D'accord? Mais la couleur ici n'a rien à faire, c'était quelque chose de particulier que l'on souhaitait présenter. Donc vous voyez l'ensemble de tous les paramètres nutritionnels que l'on appelle les pavés nutritionnels et que vous pouvez, si vous le souhaitez, désactiver, voilà, en ne prenant par exemple que la partie protéines, en rajoutant éventuellement les lipides à côté, en rajoutant éventuellement les carbohydrates, etc., etc. Et vous pouvez vous amuser, si vous le souhaitez après, à déplacer certains de ces paramètres pour les regrouper pour des questions visuelles ou pour vous, pour la façon dont vous avez l'habitude de formuler. Vous pouvez le réorganiser et cette réorganisation est conservée par la suite pour cette formule. D'accord? Si vous avez déplacé des colonnes, il saura le faire. Là, on voit effectivement l'ensemble des lignes sur lesquelles vous pouvez travailler. On va descendre au niveau maintenant d'un mix où on va retrouver les différentes matières premières que l'on a à l'intérieur. Je descends au niveau de l'autre mix, voilà, où je vais retrouver mes huiles, puisque c'est un ensemble d'huiles. Et je vais commencer à faire un travail pour montrer que je suis très loin, j'allais dire, de mes objectifs. D'accord? Là, je vois, par exemple, la répartition en pourcentage de chacun de mes ingrédients dans la formule. Et on voit que voilà, le skim milk, le lait écrémé, y est pour 35% du total de cette formule-là. Les oméga 3 pour 2 et quelques pourcents que l'on retrouve dans l'huile de poisson, puisque là, l'intérêt, c'est de voir où est-ce que ça se retrouve. Et au passage, le cas échéant, on peut voir quels sont potentiellement les allergènes aussi qui sont présents dans ces ingrédients-là. Ce que l'on va faire, c'est le premier test, c'est-à-dire là, on va venir tester notre formule telle qu'elle est par rapport au marché que l'on souhaite cibler. Et là, on voit qu'on a déjà des alertes sur le lait écrémé, sur l'huile de palme pour les marchés
voilà, États-Unis, Chine, France, Italie, etc., etc. Donc, on va aller vérifier et on va aller corriger en fait nos compositions par rapport à ces formules-là. Alors, les réglementations sont contenues dans d'autres écrans qu'on ne va pas vous présenter aujourd'hui et on voulait faire un focus sur la partie vraiment formulation. Alors, rappelez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure d'un fichier Excel qui s'appelait Target avec des jauges. Les jauges, les voici. Les jauges, vous pouvez les voir et elles vont vous indiquer de manière graphique, en fait, les objectifs à atteindre ou à ne pas dépasser, bien évidemment, pour rester dans les marges, j'allais dire, acceptables dans le cadre de votre formulation. Là, on voit qu'on est hors concours, j'allais dire, sur les protéines, il n'y a pas assez de gras, il n'y a pas assez de carbohydrates, etc., etc. Donc, tout le travail que vous allez voir là maintenant et qui va se dérouler va consister à essayer de ramener, si vous voulez, votre formule dans les clous, si je puis dire, en travaillant sur, voilà, par exemple, un ajout d'une matière première qui est, je crois, de l'huile de coco, voilà, coconut oil par exemple. On va venir et donc modifier sa quantité. Et au fur et à mesure que les quantités évoluent, les jauges, vous allez voir, vont commencer à bouger. Alors pour l'instant, on voit qu'on n'est pas encore dans les clous, puisqu'on n'a pas assez de vitamine A, on n'a pas assez de choline, etc., etc. Donc, le travail va commencer à s'opérer. Et donc là, vous allez voir un petit peu comment ça s'opère. Alors, je peux faire un petit travail d'organisation aussi au sein de ma formule. Je peux remonter mon huile de coco où je le souhaite. Je vais revoir aussi la quantité de rapeseed oil, la quantité ensuite d'huile de poisson et voir comment mes indicateurs au fur et à mesure évoluent en fonction donc des cibles qui m'ont été fixées. Bon, pour l'instant, voilà, le sodium, je commence à être bon puisque je suis dans mes limites, je suis rentré entre mes limites basses et mes limites hautes. Je suis remonté, je suis passé dans l'autre mix, je refais un test sur la partie maltodextrine. Je vois que sur mes protéines, je commence à être plutôt bon. Là, je fais une autre recherche un peu plus poussée, puisque je peux utiliser le moteur de recherche pour aller rechercher d'autres informations multicritères, d'accord? Et je vais introduire de la L-cystine pour voir si, avec cet ingrédient-là, je vais pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, je vais rajouter bien évidemment une certaine quantité. Petite quantité, 0,09. Les calculs se refont. Bon, j'ai pas encore tous mes objectifs atteints, donc je vais travailler encore sur d'autres composants de ma formule que je peux chercher directement là et rajouter. Un peu d'amidon, je crois, starch, c'est l'amidon. Je vais rajouter une quantité aussi. Voilà, et je vois que je commence à avoir des aiguilles et des compteurs qui commencent à s'ajuster et que par exemple, au niveau carbohydrate, je suis plutôt bon. Mais niveau vitamine A, ça a été assez rapide, je ne suis pas encore dans, j'allais dire, les clous. Donc là, je vais faire une recherche poussée qui est en fait un cas d'utilisation, ce qu'on appelle en anglais where used, qui va me dire où est-ce que je peux trouver de la vitamine A dans ma base de données produits et de matières premières. Bon, j'en ai une ici dans le cas, c'est un cas de démo bien évidemment, vous pourriez en trouver bien évidemment plusieurs, hein, mais dans du rétinylpalmitate, dans lequel on va retrouver une concentration de vitamine A assez importante, voilà, en microcentigrammes si je ne m'abuse, et que l'on va donc utiliser pour essayer d'atteindre notre objectif en termes de vitamine A. Voilà, donc on fait la recherche, que ce soit par nom ou par code. On va y introduire une toute petite quantité de vitamine A. Voilà, 0,05 grammes. Et les recalculs se font et on voit que voilà, la vitamine A maintenant rentre, j'allais dire, dans le target Minimax qui avait été fixé dans le cahier des charges, puisque je rappelle, ces informations-là sont basées sur les cahiers des charges clients, par exemple, qui vous a été donné et que vous pouvez tester puisque vous avez les informations aussi en dessous, sur les lignes du dessous. Là, je vois que les quantités, rappelez-vous, je fais une petite pause, Skim Milk, nous étions à 35. Et on voit que maintenant, dans la composition globale
maintenant de ma formule, sa proportion est tombée maintenant à 14,5% au lieu de 35%. Je vais aller, donc j'ai pu répondre. Alors attendez, je ne sais pas si on l'a vu. Je vais revenir juste un petit peu en arrière. Ici, on a retesté nos validations et nous n'avons plus d'alerte. Voilà. La colonne de droite maintenant n'informe plus qu'il y a des alertes sur les marchés Chine, États-Unis, etc., etc. Donc, cette partie-là fait que bon, mon travail de formulateur est presque terminé, j'allais dire, mais je peux aussi, si je le souhaite, par la suite, après avoir travaillé sur cette formule, la comparer à des formules sur lesquelles j'avais travaillé par le passé, si je puis dire, et où je vais venir voir les différences entre la formule sur laquelle je travaille, qui est la première, la colonne bleue, et les anciennes formules sur lesquelles je travaillais, qui sont les colonnes plus à droite. On voit les différences, mais on voit aussi les changements qu'il y a eu, c'est-à-dire par exemple un basic mix que nous utilisions dans les formules précédentes, qui était identifié peut-être avec une référence différente et que nous avons remplacé par un autre basic mix. Alors dans notre cas, nous, il contient la même chose, mais c'était à titre de démo. Mais par contre, vous voyez bien, par exemple, que les quantités sur le mix lié aux huiles végétales, pour le coup, lui, sa proportion a plutôt augmenté entre les formules précédentes et les formules, la nouvelle formule. Les codes couleurs sont là pour vous l'identifier, d'accord? Quand vous comparez, vous pouvez d'ailleurs comparer 1, 2, 3, 4, 5 formules les unes à côté des autres. Vous avez en fait un code couleur qui vous identifie à chaque fois la différence qui aura été apportée par matière première déjà, mais aussi par composant. C'est-à-dire que vous pouvez aussi voir les teneurs en fait et les changements qui ont été opérés. Ben là, on le voit bien entre le lait écrémé dans les premières versions qui étaient plutôt à 30 et quelques pourcents, et on le voit maintenant descendu à 14,5. Et ça, vous l'avez vous pouvez faire des comparaisons, j'allais dire intra-projet, comme vous pouvez aussi aller chercher des formules qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. D'accord? C'est-à-dire de deux projets différents pour deux clients différents, par exemple, et faire des comparaisons. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop rapide. Il y a énormément de choses à vous montrer sur la partie formule, parce que ça, ce n'est juste qu'un aperçu de ce que l'on peut faire avec le module de formulation. Je vais avancer sur le dernier point. Oui, merci, merci Jean-Fabien. C'est vrai qu'on a pas mal de questions, alors on va essayer de les prendre par la suite. Alors, parce qu'il y avait encore une vidéo, nous avions encore une vidéo, mais qui était en fait sur la partie étiquetage, les calculs, les alligations et la partie rapport. Alors ça là, je vais faire assez vite, puisque là, en fait, c'est toute la puissance de cette base RDNL, c'est d'exploiter maintenant les informations qui sont contenues à l'intérieur pour vous simplifier, entre guillemets, la vie, puisque toutes les informations qui sont contenues au niveau des matières premières, des mix, des produits finis et des formules vont être maintenant utilisées au travers donc de toutes les cartes d'information que nous avons remplies pour être maintenant utilisées au travers donc d'autres activités que vous allez avoir, qui est par exemple la partie étiquetage. Là, on voit qu'on va avoir par exemple, dans ce cas-là, deux types d'étiquetage, un prévu pour la zone Europe et un autre prévu pour la zone États-Unis. On passe sur la partie label. Donc sur les labels, on va prendre le label prévu sur la partie Europe, qui pour l'instant, bon, effectivement, enlèvement, et qui est bien évidemment en rapport avec ce que l'on vient de faire. Le label, il est bien évidemment lié à la composition, à la formule que nous venons de faire. D'accord? Donc nous allons chercher le panneau qui est dédié à la partie déclarative, où on va aller chercher donc notre déclaration. Nous allons dire dans quelle langue déjà, dans quelle langue on le fait, si c'est en français, si c'est en anglais, si c'est voilà. Donc là, on va prendre l'anglais pour toute la zone régulation Europe, et en fonction de la régulation Europe, les contraintes réglementaires liées, c'est-à-dire des mises en gras, un certain ordre aussi d'affichage, l'affichage éventuellement des allergènes mis en gras automatiquement. Vous avez un certain nombre de paramètres que vous voyez sur la droite qui vous permettent en fait de jouer selon l'affichage que vous souhaitez donner, mais qui respectent en fait la régulation. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, en plus
des ingrédients, les pourcentages. Donc, vous allez rajouter ça, vous régénérez le component label, vous avez les pourcentages qui reviennent. Bien évidemment, tout ça est lié à votre formule, à la composition de votre formule. Vous allez aussi avoir la possibilité de faire ce que l'on appelle des groupages ou des groupements par huile, par exemple, un thème huile que vous pouvez déterminer dans le cadre de cet étiquetage et utiliser donc la fonction de groupement pour regrouper toutes les huiles ensemble. Voilà, comme vous les voyez ici, toutes les fats qu'on va retrouver avec les oméga 3 et l'huile de coconut, par exemple, et l'huile de palme aussi, et toutes les autres d'ailleurs. Il y en avait plusieurs. On a aussi la possibilité, mais on ne l'a pas mis parce que c'était un petit peu trop long, d'indiquer aussi les cross-contaminants, les contaminants croisés que vous pourriez avoir parce que votre usine a potentiellement des lignes de produits adjacentes à celles qui fabriquent votre produit actuel sur lequel vous travaillez et qui pourraient être présents j'allais dire, au final, dans la formule de ce produit fini. Mais on n'a pas fait de digression là-dessus. Dernière partie qui va donc traiter les calculs de valeur nutritionnelle, voilà, qui sont faits sur une base de 100, alors généralement 100 kilocalories ou pour 100 grammes. Vous avez ensuite tout le détail nécessaire pour pouvoir calculer le Nutri-Score, d'accord? Vous le sauvegardez, bien évidemment, toutes ces opérations-là sont sauvegardées. Et ensuite, quelle est la suite? Oui, les allégations. Sur la partie allégations, allergènes, tout ce qui est intolérance, on va pouvoir bien évidemment remonter les informations, toujours sur la base des informations produits contenues dans les caractéristiques de chacune des matières premières de notre base RDNL, et vous alerter potentiellement sur certains allergènes qui pourraient être contenus, mais aussi vous indiquer si oui ou non votre formule est éligible à un régime végan, à un régime sans lactose, à un régime sans œufs, etc., etc. Et ça, ces cases-là sont automatiquement, j'allais dire, cochées pour vous indiquer si oui ou non cette formule est éligible ou pas. Voilà. Et ça, encore une fois, et tout cela est automatisé et à la fin mis éventuellement sous forme de rapport, de résumé, dans lequel vous pouvez retrouver en fait toutes ces informations-là. Là, nous les avons mis, j'allais dire, les unes après les autres, sans formatage précis, mais ce formatage, bien évidemment, est à travailler selon le cas client. Et voilà, vous pouvez les retrouver sous format PDF. Et ça, de manière, pour cette partie-là, le format qui vous est présenté ici a été généré de manière automatique par le système. Nous n'avons absolument rien fait dessus, puisqu'en fait, il se base sur le modèle de données qui est porté dans le cadre de cette démo sur les matières premières et les mix et les informations portées aussi par les formules. Voilà. Christophe, c'est bon, je m'arrête là. J'ai sûrement un petit peu débordé. Je suis désolé, mais il y avait beaucoup de choses à vous présenter. Ben oui, oui, non, c'était vraiment très très complet. Merci Jean-Fabien. J'avais une première question sur l'interfaçage de l'appli avec un ERP ou Data Warehouse ou Master Data. Oui, alors, c'est une partie question technique. Oui, c'est un produit récent. RDNL est un produit récent, donc il a été conçu, comme on dit, orienté service, c'est-à-dire qu'il a toute une panoplie d'API déjà, j'allais dire, mise à disposition pour pouvoir s'interfacer avec des applications externes. Nous avons, nous, en ce moment, un projet chez un de nos clients avec lequel nous allons l'interfacer avec l'ERP, mais aussi avec un ensemble j'allais dire, d'applications internes de ce client sur lesquelles en fait toute la partie technique se base sur des API qu'on appelle de type web services. Je D'accord, rentre oui, pas très trop bien. dans les détails. Okay. C'est une base de web services qui sont exposées. Et bien évidemment, il y a toute une partie aussi liée à la connexion des machines. On n'a pas fait l'aspect laboratoire, mais sachez que RDNL a aussi toute une capacité à pouvoir se connecter en fait aux machines de test pour récupérer automatiquement un prélèvement pour les calculs de pH, etc., etc. Mais bon, ça, nous n'en parlerons pas trop. C'est une autre partie en fait du produit que l'on n'a pas adressé aujourd'hui.
Ok. Il y avait une question sur l'intégration des réglementations pet food notamment. Est-ce qu'elles sont disponibles, Oui, utilisables? Voilà. oui, elles sont utilisables. En Ok. fait, l'outil est prévu pour configurer les réglementations selon, j'allais dire, la réglementation sur laquelle vous souhaitez aller. Là, nous travaillons en particulier sur les réglementations autour du lait infantile, des poudres de lait Très bien. infantile. Vous pensez bien que c'est un marché un peu particulier dans l'agroalimentaire. Donc, on ne l'a pas en standard dans l'outil, mais il est totalement configurable et paramétrable. C'est-à-dire que vous rentrez la liste des caractéristiques à respecter dans le cadre d'une réglementation C'est ça. particulière. Et c'est ce qui a Ok. été présenté là, c'est-à-dire que les réglementations j'allais dire, de poudre de lait pour bébé, nous les avons nous-mêmes renseignées dans l'outil pour les confronter ensuite à nos formules. C'est Et ça. chacune Ok. d'entre elles, que ce soit les réglementations européennes, américaines ou chinoises, ont chacune leurs caractéristiques et les tests sont faits en fonction de ces valeurs-là. Donc D'accord. pour Très de la bien. pet food, c'est pareil, on rentre les informations et les caractéristiques par secteur, par marché ou par plaque, j'allais dire, en fonction du marché cible, et vous pouvez de la même manière tester vos formules en fonction de ça. Très bien. Donc ça prend en compte aussi les mises à jour des contraintes quand Ah on oui, les oui, intègre, bien sûr. etc. Voilà. Non, Puisqu'en parfait. fait, l'outil RDNL est un outil qui fonctionne par, j'allais dire, par évolution Tout à fait. de chaque élément qui le constitue. Ce n'est pas quelque chose de figé. On a montré rapidement les cycles de vie. Vous avez capacité à faire évoluer vos réglementations, si bien évidemment elles évoluent. Et on sait que ça évolue rapidement. Voilà. Très bien. Il y avait juste une petite question sur la compatibilité avec les supports tablettes, mais je crois que Ladi Oui, l'avait la présenté réponse, au oui, départ. Ladi, vous Voilà, la avez déjà réponse. apporté cette réponse-là. Oui, tout à Exactement. fait. Ouais. Et puis, alors, c'est vrai que c'était une présentation plutôt axée sur les objectifs nutritionnels pour la formulation notamment, mais il y avait une question sur la prise en compte des objectifs de coût de revient, mais je crois que Sur la partie coût, c'est un paramètre comme un exactement. autre en fait que Voilà, vous pouvez introduire lors de la formulation et que vous pouvez suivre exactement de la même manière. très bien. Exactement. En fait, enfin, effectivement, on a axé beaucoup sur la partie formule et sur la partie nutritionnelle, mais l'aspect économique, bien évidemment, rentre aussi dans RDNL. Il y a d'ailleurs des paramètres prévus en standard dans RDNL qui gèrent ça. Donc, Très on bien. n'a pas fait le focus dessus, mais c'est déjà prévu dans l'outil. Oui, bien évidemment. D'accord. Oui, oui. Sur la disponibilité de la plateforme, ah oui, en français, est-ce que Oui, 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 alors nous l'avons fait en anglais parce que la plateforme sur laquelle nous l'avons faite est une plateforme, c'est les dernières versions d'RDNL. On a préféré la faire en anglais pour ne pas avoir des soucis de traduction, pour avoir des petits bugs éventuellement qui pourraient rester pour des questions de traduction. Mais bien évidemment, la plateforme, elle est en français, elle est en anglais, elle est en allemand, elle est en italien, en espagnol, en chinois. ouais, Elle est multilangue en fait. Voilà. parfait. Donc il n'y a pas de souci Euh, au niveau des langues. ok, merci pour ces précisions. Ouais, ouais. J'avais une autre question sur la prise en compte du process, exemple séchage, concentration. Oui, Euh, ça, vous pouvez le décrire. Alors, ça dépend après sur quel point particulier vous souhaitez aborder. C'est un sujet, alors en fonction du client qui vous a posé la question, c'est un sujet actuellement que nous sommes en train de traiter. Alors, non pas pour un client dans l'agroalimentaire, mais pour un client dans la cosmétique. Et d'accord. le sujet que nous traitons actuellement pour lui est un sujet lié aussi à la partie process. Donc, si cette personne veut plus de renseignements sur comment gérer la partie process dans RDNL, il faudra, je pense, faire une présentation orientée pour vous présenter ce que nous avons fait dans RDNL à ce sujet-là. Voilà. Parfait. Mais la réponse, oui, on le gère. Ok. Et là, j'ai une question un peu plus technique. Quel est le système d'identification de l'article? Est-ce le GTIN quand l'article est validé au cours du cycle de Ouh. vie? Là, Alors peut-être que GTIN, je pense que c'est par rapport à je ne suis pas un spécialiste. une norme peut-être. Peut-être que c'est par rapport au standard GS1 ou des choses comme ça. Bah, écoutez, la question Je ne sais pas. est pas complète, mais bon, on la note et puis vous pourrez apporter des éléments de Pour vous réponse dire, un si peu vous plus avez tard. besoin d'avoir une double identification, c'est-à-dire une identification, j'allais dire interne à la société, ça c'est possible, mais qu'ensuite elle soit contextualisée avec un numéro d'identifiant, j'allais dire standard, que vous pouvez demander sur des bases comme les bases GS1 par exemple, ça c'est quelque chose que on vient, si vous voulez, interfacer, puisque GS1 Très bien. est un système d'harmonisation de la donnée autour donc d'une plateforme
que l'on peut nous interfacer avec RDNL. Voilà, et qui vous restitue en fait derrière, je crois, un numéro d'identification. Mais ça, c'est un sujet d'interfaçage, j'allais dire, avec un système externe à RDNL. Ok. Bah écoutez, merci. Si vous avez d'autres questions, on peut en prendre encore une ou deux, hein. On a un petit peu débordé, mais je vois que il est 11h, oui, il y effectivement. a quelques questions. Moi, je vais juste reprendre. Non, mais c'est très bien. Je vais juste reprendre la main s'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, on les a, on note, et puis on peut vous apporter Césamside vous apportera des compléments de réponse un petit peu plus tard. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je vais juste reprendre la main. Je vous remercie d'abord tous les deux, hein, évidemment. Merci à vous, Valorial, pour cette opportunité. Et puis, j'espère que oui, effectivement, on aura l'occasion de refaire une session un petit peu plus tard pour une session de rattrapage, on va dire. Oui, avec grand plaisir.